Merci assesseur. Bon, alors, ce sera à moi de commencer à diriger la première séance d'intervention. Je remercie le syndic et l'assesseur. Et j'invite à me rejoindre Christian Dunoyer, notre directeur du centre, et M. Philippe Kurdi. Quelques réflexions préliminaires pour une étude des pratiques funéraires dans les Alpes franco-provençales. À toi, Christiane, quand tu es prêt d'un point de vue technologique. Je rappelle à tous les conférenciers, excusez-moi, que vous avez 20 minutes à personne et quand il manquera 5 minutes, je serai impitoyable, je vous montrerai mon petit carnet, alors vous n'aurez pas de possibilité. Merci Bruno et merci à ceux qui ont parlé avant moi pour leurs paroles. Voilà, alors je vais partager avec vous quelques réflexions sur les pratiques funéraires et en particulier sur certaines pratiques alimentaires inhérentes aux pratiques funéraires. L'anthropologie, avec le concours de l'histoire, s'est longtemps attachée à décrire la variété des rites et des mythes autour de la mort. Et si les études anthropologiques qui ont été consacrées aux rites funéraires et aux repas d'enterrement sont très nombreuses sur les différents continents, force est de constater que peu de recherches ont été faites dans l'espace franco-provençal. À l'anthropologue qui se fixerait comme objectif d'étudier ces pratiques de nos jours, il se pose des problèmes méthodologiques et éthiques. Le contemporain et la proximité culturelle ne jouent pas certainement en sa faveur. Le problème, c'est trouver la bonne distance. Parce que le thème est sensible, enveloppé de tabous. Il est difficile pour le chercheur de se faire accepter dans sa démarche auprès de personnes qui souffrent et donc de se positionner correctement. Il y a toujours ou trop de proximité culturelle ou trop de distance, le chercheur n'appartenant pas au cercle affectif du défunt. Ouais. Voilà, il n'a pas sa place là où ses semblables, qui sont son objet d'étude, souffrent, et il est trop près du rite funéraire pour l'analyser sans un certain appel à la discrétion. Donc, il risque toujours de passer de l'observation au voyeurisme. Et évidemment, la distance culturelle arrange les choses. Si on pense à un chercheur qui serait étranger par rapport à la communauté, il est autorisé à poser des questions qu'un local ne peut pas poser. Et la distance temporelle aussi, évidemment. Les documents parlent à défaut de témoignages vivants, et à défaut de ne pas pouvoir les interroger, on peut les observer de très près, sans trop de problèmes. Enfin, une autre difficulté naît du fait que l'étude porte sur des communautés affectées par la modernité et l'urbanisation, se caractérisant par un éclatement important des codes communs. On est dans une société, la société contemporaine, et là les travaux centrés sur la société contemporaine sont nombreux, soulignent la dilution de la ritualité, donc une mise à distance croissante de la mort. De nombreuses études démontrent comment, avec la sécularisation progressive de la société, le rapport contemporain à la mort est placé sous le sceau de l'intime. Donc chacun fabrique un peu ses propres codes individuels qui ne sont pas toujours cohérents avec les codes collectifs qu'on a partagés jusqu'à peut-être une génération auparavant. Voilà, ce qui a changé, c'est que la mort est de plus en plus aseptisée, que les humains tentent de contrer son caractère inéluctable, et c'est tout le contraire de ce qui se passait dans la société traditionnelle, où, comme on m'a dit lors de ma dernière enquête, l'humo era tosor presenta, era tosor carcun che poi mourir. Donc tout le monde pouvait mourir à n'importe quel moment. On était prêt toujours à accepter la mort, à l'intégrer dans la vie de tous les jours.
Et qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'on mettait un bout de fromage, du pain de seigle, une quartette de vin. Ça devait être autour des années 1925. Voilà un autre témoignage. Et déjà, là, l'apparition de l'élément alimentaire à l'intérieur de la pratique funéraire. On mettait parfois des objets inhérents à l'alimentation dans le cercueil proprement pour aider le défunt à affronter le voyage. Mais il n'y a pas de traces dans les documents écrits. Yvonne Presver, qui a étudié longtemps cela, a collecté pas mal de témoignages oraux, mais elle n'a rien trouvé dans les documents écrits. Si nous focalisons sur certaines pratiques en particulier, à savoir les pratiques alimentaires, nous pouvons trouver facilement des traces des repas funéraires un peu partout. En effet, il s'agit de manifestations festives s'inscrivant dans un système symbolique universel qui se détermine dans les formes diverses et locales. Dans les Alpes franco-provençales, on a trouvé beaucoup de textes. J'ai consulté notamment Follonier et Preswerck pour le Valais, le chanoine Bouchage pour la Savoie, Vangenep évidemment, et le chanoine Cravel pour la vallée d'Aoste. Donc, pour commencer, juste un petit résumé des pratiques alimentaires autour du repas funéraire. Le repas peut être donné avant ou après l'enterrement. Il peut être réservé à quelques catégories uniquement, les parents, les porteurs, les fossoyeurs. Une collation particulière peut être préparée pour la personne qui habille le mort, par exemple, ou pour les veilleurs, pour les enfants des riches et des pauvres, qui arrivent parfois avec des bidons qui remplissent complètement, comme on lit dans Cravel. Après avoir mangé à la maison cette soupe, chacun se fait un devoir de prier pour le défunt. Les chaudrons des morts sont très répandus. Et donc, voilà, c'est des distributions de nourriture pour tout le monde, notamment pour les pauvres. Et dans les documents anciens, on trouve des témoignages très clairs de la valeur sociale et socialisante de ce repas. Là, il s'agit d'un document de 1371, voilà la transcription, justement d'un certain Jeannot, fils de feu André d'Olignan, qui lègue une vache grasse, un porc, une chèvre, un mouton, une brebis de soue, un muid de seigle, un sétier de froment et un sétier de bon vin pur pour la préparation d'un repas funèbre. 1371. Après, beaucoup après, dans Bouchage, on trouve quelque chose qui est très semblable, donc les volontés d'une personne qui écrit « Je veux que tous les clercs et praticiens du dit Bessin soient appelés à mon sévellement, auquel je veux être donné leur suffisant dîner. » Voilà. Il s'agit, qui plus est, d'une invitation. Et les personnes sont carrément invitées, que ce soit les parents, les amis, les voisins, ceux qui ont creusé la fosse, etc. L'excès fait partie de ce partage. L'excès fait partie de la dimension du don. Il faut donner copieusement et savoir recevoir. Après s'être fait peut-être un peu prier, il faut vraiment honorer la table, là où on a été invité. Cravel aussi écrit « On abuse quelquefois de ce petit verre, tellement que les porteurs sont par-ci par-là trop gais pour la circonstance. » Mais réunir la famille, les voisins, les amis que le relief sépare et tient éloignés, c'est mettre du social pour ne pas être seul face à la douleur. Inviter pour attirer le plus grand nombre, pour prier pour le mort et pour entourer ceux qui restent, et pour prier ensemble. Voilà. Et pour résumer d'une façon vraiment très très synthétique, les éléments clés de ce repas récurrent, du pain, du fromage, du vin. Parfois, il y a un plat qui s'ajoute. On peut se demander si c'est une pratique oubliée. Les documents examinés nous laissent percevoir une évolution dans les pratiques. Il est fait mention de repas disparus, comme dans le texte de Cravel, relatif aux usages de la paroisse de Fénis. Ce dîner consistait en polenta et pommes de terre frites. Cet usage est tombé. Seulement, on donne le petit verre et 5 sous au porteur. Pour le Valais,
Yvonne Presswerk a étudié le repas funéraire en anivier. En anivier, il s'agit de pain, de fromage vieux et de vin très vieux aussi, le vin des glaciers. Elle analyse les significations sociales et symboliques et fonctionnelles de ce repas dans une conjoncture particulière, parce que d'après elle, elle écrit en 1983, ils sont sur le point de disparaître. Écrit-elle, on dit que la modernité est entrée dans la vallée et que, heureusement, tout ça, c'est fini. C'est une phrase récurrente voilà, dans le discours voilà, par rapport à certaines pratiques, non seulement funéraires. Et Follonier aussi décrit des pratiques analogues au passé. Je passe sur le texte, mais quand même, il parle des repas de funérailles, les amis, les parents venaient, etc. C'est un texte de 1968, donc il en parle déjà au passé. En réalité, ces repas sont encore là. Mais nous demandons-nous, ne serait-il pas tout à fait comme cela? Et qui peut mesurer le semblable et le différent? Est-il légitime et pertinent de vouloir cerner cette évolution quand les sources sont tellement différentes? On a des documents écrits, des documents de curés par exemple, des comptes rendus, on a un discours oral fait à des époques différentes, donc entre 79 et 83 pour Yvonne Presswerk et mon enquête, petite enquête de cette année, toute récente, donc à 40 ans de distance. Il n'en fallait pas plus pour déclencher l'envie d'enquêter, d'autant plus que d'autres éléments dignes d'intérêt sont arrivés par hasard, notamment la découverte de pratiques analogues à Evolène, en Val d'Airain, avec un repas à base de fromage vieux, de pain et de vin encore, portant le nom de chair humain. À Evolène, la tradition veut qu'on offre aux invités 3 types de fromages, un très vieux, un moyen et un de l'année. Le très vieux, selon la disponibilité de la famille, peut avoir entre 5 ans et 50 ans. Et au bout de quelques années, il est très dur, le fromage devient très dur, et pour le couper, il faut utiliser une scie. On fait des portions très égales, et puis à ce moment-là, on peut le couper au couteau. En dépit des difficultés objectives dont j'ai parlé tout à l'heure, la petite enquête que j'ai menée dans la commune d'Evolène a donné des résultats très intéressants, en ouvrant 2 champs d'investigation qui mériteraient à être explorés d'une manière plus approfondie. Le premier tient à la culture matérielle, donc quelques pratiques contemporaines sur lesquelles je me suis arrêtée, et le deuxième au discours autour du repas funéraire. Alors, le premier point, c'est autour de la culture matérielle, comme je disais, donc le fromage, ce fameux fromage destiné à vieillir. Les images sont d'un dessinateur nommé M.G., qui a publié dans un journal valaisan et dont je ne connais pas le nom. Et qu'est-ce qui se passe? Ce fromage, alors on a quelques témoignages déjà que j'ai trouvés dans Presswerk. Sitôt la distribution faite, après la des Alpes, chacun rentrait chez soi dans sa cave et méditait sur l'apparence et la qualité des fromages recueillis. Il fallait décider lesquels seraient des fromages vieux et quels seraient ceux qui se consommeraient en cours d'année. Eh oui, parce que pas tous les fromages peuvent être destinés à une conservation de ce type. Fabriquer du fromage pour qu'il dure était l'objectif des fromagers d'il y a encore quelques décennies. Les techniques ont aujourd'hui évolué. On apprécie le fromage au bout de 3 mois. Il faut le vendre rapidement parce que le commerce en veut ainsi. Il faut le transporter. Un bref séjour au frigo et puis il doit être fini. On n'a pas de cave souvent, donc voilà, les choses ont changé beaucoup. Alors qu'autrefois, les fromages étaient fabriqués à l'alpage, à partir de la nourriture, du pâturage d'alpage. Et le fromager faisait vraiment en sorte que ces fromages puissent être conservés plus longtemps, en chauffant davantage le lait, en pressant davantage la pâte. Ils étaient conservés dans les caves, toutes les familles avaient des caves, même très longtemps, pour se prémunir contre la famine. C'était très important. La conservation était vraiment ce qui mettait à l'abri toute famille du risque de manquer. Les techniques de conservation, donc. Et voilà cet objet
qui est fondamentale dans tout ce qui est ce rituel funéraire lié à la conservation du fromage. Il faut des râteliers particuliers qui permettent de disposer les fromages de façon verticale. À partir quand les fromages ont à peu près une année, on les met dans ces râteliers qui permettent de conserver les fromages à l'abri des cirons qui ne peuvent pas rester sur le fromage parce qu'ils tombent, parce que le fromage est mis en vertical, et à l'abri aussi des rongeurs, bien sûr. Avec cet objet, on se situe vraiment à l'intersection entre la pratique symbolique et la pratique matérielle. Penser la mort signifie aussi penser avec les mains tout au long de la vie quotidienne et se doter d'une culture matérielle qui épouse les représentations de la vie, de la mort et du monde. Le fromage vieux répond à l'exigence aussi matérielle de ne pas rester sans réserve. On disait "Ia ventoso puire de manca". C'était vraiment la grosse menace. Le vieux est emblématique d'une bonne gestion des stocks, de prévoyance et de savoir conserver. Inversement, ne pas avoir de vieux fromage est symptomatique de gaspillage ou de disgrâce. Le repas d'enterrement permet donc la mise en scène de la cave du défunt. Alors, quelques photos pour vous montrer comment sont disposées. Ce n'est pas facile, parfois les caves sont petites. J'ai dû faire un peu d'acrobatie et déplacer aussi le râtelier pour pouvoir prendre ces photos. Là, c'est un râtelier qui avait été laissé dehors, donc ça a été plus facile. Ça, c'est un râtelier qui n'a jamais servi, apparemment, parce qu'il a l'air neuf, mais il date d'une 50aine d'années. Et donc, voilà. Aujourd'hui, la famille du défunt qui n'a plus de cave ou qui ne conserve plus de vieux fromage à la cave court en chercher à la fromagerie ou chez les voisins pour préparer convenablement le chair humaine. Ce n'est pas pour offrir ce qu'on a donc, mais pour se procurer ce que la tradition enjoint d'offrir aux invités. Finalement, jamais comme aujourd'hui, le fromage vieux exprime toute sa dimension symbolique. Et je passe rapidement sur le dernier point. Voilà. Et le discours autour du repas funéraire. Persistance ou résurgence? Donc, comme je vous disais, il y a un écart de 40 ans entre deux collectes de discours et de témoignages oraux. La société traditionnelle est basée sur une communication riche entre les individus qui ont des relations sociales fécondes et contraignantes, une organisation des travaux communs, un partage des valeurs symboliques. Dans cette société, la mort est le passage du monde des vivants au monde des morts, et chaque mort, tout en étant la mort d'un individu, concerne toute la communauté. Le repas funéraire à base de produits de la terre élaborés collectivement, comme c'est le cas pour le fromage d'alpage ou le pain fait dans le four du village, relève donc d'une consommation qui est symbolique, qui est ostentatoire, parce qu'on montre vraiment ce qu'on a, et si elle est excessive, c'est vraiment pour que le don procure non pas un avantage matériel, mais un avantage dans le partage des valeurs sociales. Yvonne Presswerk remarque que dans la société moderne sur laquelle elle a enquêté, la mort est de trop, mais évidemment, elle existe toujours. Et les individus estiment que le repas est dispendieux et voudraient s'en débarrasser comme de la mort, mais en réalité, le repas reste. Pourquoi reste-t-il? Parce qu'il répond à une exigence profonde au-delà des pratiques religieuses qui n'occupent plus la place qu'elles occupaient auparavant. Et elle utilise le mot résurgence pour parler de ces repas. Nous avons plutôt tendance à utiliser le mot persistance, justement parce que 40 ans après, cette phase de doute, cette remise en question du fondement, du bien fondé du repas funéraire n'est plus présente dans le discours des personnes que j'ai interviewées. Le discours porte plutôt vraiment sur la permanence de ce besoin social primordial de refaire la communauté autour d'un vide, d'un deuil et d'un mort.
À Evolène, à ce début de siècle, l'homme pense différemment la mort et la communauté par rapport à ses prédécesseurs, certes, mais son discours dit qu'il garde bien à l'esprit que l'une et l'autre existent et que la communauté, lorsqu'elle se réunit, est capable d'aider l'individu à faire face à la douleur de la disparition d'un être cher. Le chair humaine, aujourd'hui, a perdu la fonction de nourrir les porteurs et les fossoyeurs, bien sûr, mais sa fonction symbolique de recréer une société de partage autour du don est là. Privé de cette communication constante avec l'au-delà, l'homme moderne est encore plus seul dans sa société qui n'inclut plus les morts, mais seulement les vivants. Les liens se font encore plus indispensables et par exemple l'explosion des réseaux sociaux, même à l'intérieur d'une petite communauté de montagne de 1600 habitants, en est une bonne illustration. La pratique du discours change aussi bien que le discours se la pratique et aussi bien que la pratique elle-même. Donc parler de la mort et du repas funéraire ne se fait plus comme il y a 40 ans ou 100 ans. Ni le repas funéraire ne se fait plus comme au siècle passé, mais il remplit un rôle social, symbolique, important. Je vous remercie. Merci Christiane. Est-ce que tu pourrais remettre la dernière photo que tu avais? Bon, c'est ça, c'est possible, tant pis. Non, là, c'est l'avant. Des réactions à chaud, si vous êtes encore chaud. Tout choqué par la tentative préméditée d'homicide par le fromage cinquantenaire. Hein? Oui. Oui, je voulais demander à l'ami Dante se reconnaît, l'espère se reconnaît ce machin-là. Oui, mais un peu particulier. Après, on en parlera. Pas de réaction, des questions? Oui. Est-ce que peut-être, je crois que tu dois... Oui. Tu viens venir ici, comme ça tu... Comment est-ce que tu appelles ce repas? C'est le chair humain? Comment est-ce que tu l'orthographies? C'est-à-dire que je l'ai simplement écrit, transcrit comme on me l'a dit. Donc c'est chair humaine et chair humaine. Mais non, je crois que c'est oui, étymologiquement c'est le sévellement, ce qu'on dit sévellement, donc ensevelissement. Mais c'est par rapport au repas funéraire. De nos jours, en tout cas, c'est le mot qu'on utilise pour le repas funéraire et pas pour l'ensemble du rituel funéraire. D'autres souhaitent intervenir? Pour l'instant, non. Bon, vous aurez le temps après, même quand vous aurez réélaboré, une fois passé le choc dû au fromage.